Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous êtes chaud patate pour cette actualité donc hebdomadaire et pour la suite des choses dans la crypto-monnaie parce que vous allez voir que là encore on a des bonnes nouvelles, hein, toujours qui s'accumulent sur les crypto-monnaies en termes de flux entrants, hein, sur notamment les ETF, Bitcoin Spot. On va en parler dans cette vidéo. Donc je vais faire le point comme d'habitude, hein, sur le Bitcoin, VeChain, on va parler de Ondo également, parce que vous savez, il y a eu le sommet là qui s'est déroulé le 6 février, et donc il y a des nouvelles vraiment explosives, hein, qui sortent clairement sur l'aspect de la tokenisation et du RWA, donc c'est pas un spoiler, hein, des choses vraiment folles qui s'annoncent. Et puis sinon on passera ensuite sur le XRP, où là on a eu un événement, vous avez dû le voir avec la petite panne, donc on va en parler, s'est déroulé sur une heure là sur le XRP. Mais sinon il y a de bonnes nouvelles également sur les ETF XRP, on parlera de l'actualité également crypto plus générale, mais aussi économique, où là c'est toujours, je vous apprends rien de plus, hein. L'Europe s'enchaîne et est entraînée de plus en plus dans donc, le marasme économique. Et en plus, on a des nouvelles de corruption maintenant de plus en plus qui sortent au grand jour, que ce soit sur l'État profond américain, mais également avec des liens avec des médias étrangers européens, enfin pour les Américains. Voilà. Donc on va en parler avec notamment l'USAID, hein. C'est le grand sujet également explosif du moment. Bon, allez, c'est parti. Si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou là où que vous soyez avec un petit café, un sandwich et on y va. Donc c'est parti avec les ETF Bitcoin Spot, notamment en premier lieu avec le rapport de Farside Investors, hein, comme d'habitude. On a regardé un record absolu à 40,7 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot malgré la correction qu'on a eue, vous savez, cette semaine-là, qui est impressionnante, hein, c'est sûr, sur les portefeuilles, hein, ça fait mal de voir ça dans le rouge, mais quand on voit encore les données macroéconomiques, on voit en fait qu'il y a toujours des flux qui sont supérieurs à 40 milliards de dollars injectés par les institutionnels sur les ETF Bitcoin Spot. Et regardez, cette semaine, nous n'avons en moyenne que des flux quasiment, hein, entrants et non pas sortants, à part le 3 février et le 6 février. On a eu des données, enfin des data sortante, des capitaux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Voilà. Sinon, tout est positif, hein, pour les institutionnels. Ils continuent donc à acheter en masse du Bitcoin. Pour eux, les corrections, c'est du pain béni. Pour acheter au plus bas, eh bien, tout simplement le Bitcoin dans les corrections. Ensuite, le rapport de Farsight Investor sur les ETF Ethereum Spot, cette fois, donc regardez là, on a dépassé les 3 milliards, hein, nous sommes à 3,18 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, enfin sur ETF Ethereum Spot, pardon. Et donc c'est une première, c'est un record absolu depuis le début, parce que la semaine dernière, nous étions encore à 2,7 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que là, on commence à avoir un intérêt de plus en plus fort par les institutionnels sur tout ce qui est, en fait, la altcoin season. C'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'à un moment, on va avoir justement un basculement des capitaux. Et quand on verra de plus en plus de capitaux qui seront injectés plutôt sur les ETF Ethereum Spot et non pas sur le Bitcoin, alors on pourra commencer à parler peut-être d'une altcoin saison. Et donc là, une semaine après, c'est marrant, on voit exactement ce qui est en train de se produire. C'est que là, les institutionnels gonflent de plus en plus les capitaux sur les ETF Ethereum Spot. Donc, est-ce que c'est le début d'une high season? Je pense que c'est peut-être un peu tôt là pour préciser ou aller dans ce sens-là. Mais on commence à voir une tendance peut-être qui émerge sur des capitaux vers Ethereum cette fois. Donc on verra la semaine prochaine, hein, si cette tendance se solidifie ou si c'est loin d'être le cas, on a encore des beaux jours pour le Bitcoin avec la dominance du Bitcoin qui reste très supérieure, hein, je rappelle, largement à celle des altcoins. D'ailleurs, on va en parler, j'ai un petit tweet à vous montrer, sur expliquer un peu cet aspect de dominance et voir un petit peu comment ça s'est déroulé dans le passé, cette dominance par rapport du Bitcoin par rapport aux altcoins, et quand est-ce qu'il y a eu un basculement à chaque fois en fait de cette dominance qui a précédé en fait derrière la chute de la dominance du Bitcoin, l'explosion des altcoins avec la altcoin season. Donc on va en parler de tout ça, mais on reste d'abord sur le Bitcoin avec des petits articles, hein, que je vais vous passer, très intéressants. Donc d'abord un petit article, hop,
Si mon, ouais, de journalducoin.com, donc crypto-monnaie, la République tchèque supprime les impôts au-delà de 3 ans de conservation. Bon, bah voilà, ça veut dire que la République tchèque là pense et se penche sur le cas d'une réserve stratégique de Bitcoin avec donc, vous savez, le gouverneur de la Banque centrale de la République tchèque, je vous l'avais présenté la semaine dernière, qui réfléchissait à cette option, mais on le sait, il n'y aura pas l'aval de la Banque centrale européenne, donc ça reste compliqué pour la République tchèque pour vraiment aller au bout de son idée, mais en tout cas, ils veulent maintenant supprimer les impôts au-delà de 3 ans de conservation. C'est très intéressant, et surtout, si vous avez une optique d'expatriation, peut-être tout en restant dans l'Union européenne, et bien pourquoi pas, la République tchèque peut être un bon plan B d'expatriation. Bref, même si, bien sûr, hein, on sait tous, on aime notre pays, la France, mais quand on voit comment ça se passe, soit en termes de politique, et là on va encore en parler, des nouvelles, hein, encore en politique, je vous dis, c'est pas triste, c'est un feuilleton comique presque, si on ne devait pas en pleurer, tellement ils prennent des bêtises, on apprend vraiment des bêtises absolues jour après jour. Donc voilà pour la première information, déjà bonne nouvelle au sein de l'Union Européenne, on va dire, si on appelait ça une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, deuxième article, toujours sur le Bitcoin, cette fois de cointribune.com. Bitcoin, donc BlackRock, augmente sa participation dans MicroStrategy. Alors micro entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise MicroStrategy s'est faite renommée en stratégie avec une optique en fait de mettre un petit clin d'œil au Bitcoin parce qu'ils ont mis un logo du Bitcoin juste après le stratégie au niveau du nom sur leur logo. Et donc BlackRock, eh bien, ça y a augmenté sa participation en termes d'actions de 5% au sein de cette société, dont le principe, je dirais, même et unique quasiment au monde, c'est d'acheter du Bitcoin le plus possible, le plus rapidement possible. Donc en fait, on va dire qu'en termes de possession de Bitcoin, il y a deux entreprises qui sont à la course au niveau mondial, hein. Sans parler de gouvernement, hein, parce que bien sûr, ce sont les gouvernements, notamment américains, voire même chinois, officieusement, qui ont le plus de Bitcoin dans leur portefeuille. Mais en termes d'entreprise, on n'a vraiment que BlackRock et MicroStrategy qui sont à la course pour être dans les top 5 des entreprises américaines les plus qui ont le plus de Bitcoin dans leur portefeuille. Voilà. Et donc là, vous voyez, BlackRock, gestionnaire d'actifs, eh bien, avait déjà une participation, avait déjà des actions, mais à un faible taux, hein, au sein de MicroStrategy. Et là, ils viennent d'augmenter leur participation. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ben, ça révèle que les institutionnels continuent en fait de croire de plus en plus en masse au Bitcoin, parce que là, BlackRock, en fait, vient d'adouber quelque part en termes de chevalerie, hein, l'entreprise de MicroStrategy. On dit, ben, effectivement, on croit tellement en vous qu'on a besoin d'augmenter en fait notre aspect, notre levier d'actionnariat dans votre entreprise. Tout simplement parce que les entreprises qui ont des actions dans d'autres entreprises, à condition d'avoir assez d'actions, eh bien, ont un pouvoir décisionnaire. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Franchement, moi, je vous dis, pas forcément sur le plan politique, puisque BlackRock, on le sait, hein, c'est vraiment la tentacule financière qui contrôle énormément déjà d'entreprises au niveau mondial. Mais voilà, bon, on va dire que dans la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin est vraiment de plus en plus institutionnalisé, adopté, et donc bon, bah, légalisé quelque part à une échelle internationale. Bon, on n'est plus surpris du tout au point où on en est, hein. De toute façon, ça s'enchaîne toutes les semaines. Allez, je continue avec une autre information, notamment toujours de cointribune.com et qui révèle là, voilà. Donc là, ça va me permettre de dire, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais je rappelle, hein, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Vous devez faire vos propres recherches et surtout, souvenez-vous que je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir et je n'ai pas la science infuse. Voilà, ce que je vous présente, ces informations. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et mon avis également, mon opinion, bien évidemment, au passage, pour que ça vaut. Donc là, j'ai un tracé de cointribune.com. Donc les volumes du CME atteignent un record historique en janvier. Donc c'est-à-dire que pendant que, si je fais un petit dézoom là sur l'actualité, pendant que une correction qu'on a les crypto investisseurs Twitter là, qui sont en panique totale au niveau des débutants, même non débutants, hein, même on peut voir, tout le monde est en train de dire tout est fini, c'est terminé, il n'y a plus de bull run, bon. Voilà, je me permets, alors peut-être qu'ils ont raison, mais je me permets quand même, si on dézoome un petit peu, regarder un petit peu ce qui se passe. Donc déjà au niveau institutionnel sur le Bitcoin, sur les volumes des ETF, au niveau des capitaux qui sont toujours positifs et entrant en masse sur les ETF Bitcoin Spot. C'est également le cas pour les ETF Ethereum, ce qui est plutôt rare, parce qu'on a vu que les ETF Ethereum Spot
C'est pas cheval de course, hein, en termes de flux entrants sur les derniers mois. Donc c'est vraiment là, ce dernier mois, on a une explosion des capitaux entrants sur les ETF Ethereum Spot. Et maintenant, on a une autre information qui vient valider que les volumes sur Bitcoin sont en train d'exploser, que l'intérêt sur Bitcoin est en train d'exploser à des niveaux jamais vus institutionnellement parlant. Eh bien, c'est que là, on a les volumes du CME atteignent un record historique en janvier. Donc le CME, c'est quoi? C'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est une des plateformes exchange, on va dire, de bourse de trading de plus cotée au niveau mondial, hein, et même, c'est une bourse américaine, mais elle est, on va dire, pas connue du grand public, dans le sens où elle est réservée plutôt pour les traders institutionnels. Si je peux un peu vulgariser le terme, on va expliquer ça comme ça. Donc c'est pour ça que le Chicago Mercantile Exchange est beaucoup moins connu au niveau public, par exemple que le Nasdaq, enfin le S&P 500 en termes d'indices, plein de choses comme ça, parce que c'est réservé aux institutionnels en termes de performance, tout comme en termes d'information. Sauf que là, donc le CME, comme c'est dit très bien le titre donc, de cointribune.com au niveau de l'article, eh bien, les volumes, si vous voulez, sur les options qui ont été faites de trading au niveau du Bitcoin ont explosé de 125%. Ah. Ça veut dire que là, les institutionnels sont en train de se jeter en masse et sont en train, en fait, d'utiliser le Bitcoin bien plus, avec bien plus d'impact et de puissance que les mêmes options, parce que là on parle d'options, hein, de dérivés de trading, puisque nous, ce qu'on connaît actuellement en tant que public, pour faire un peu le lien, faire la différence, vous expliquer rapidement en aparté, c'est que nous, on connaît juste le fait d'acheter ou de vendre du Bitcoin, mais il faut savoir qu'il y a tout un panel, en fait, avec les ETF et tous les accords, les contrats là, qui ont été mis en place sur les plateformes exchange. Il y a plein d'options que vous pouvez utiliser pour faire du trading, entre guillemets, sur le Bitcoin. Donc, vous avez la possibilité de faire des contrats à terme, vous avez la possibilité de parier à la hausse ou à la baisse sur les prix du Bitcoin et d'utiliser les leviers sans jamais acheter du Bitcoin. Donc, c'est le trading pur et dur, comme on peut l'appeler. Vous avez plein d'autres choses aussi accessibles, surtout par les institutionnels. Après, il y a d'autres choses encore, voilà. Mais nous, comme des mortels, nous n'y avons pas accès forcément. Donc, le Chicago Mercantile Exchange, ben, là, est en train d'assister est en train de dire effectivement le Bitcoin a bien plus d'utilisation que l'or et le pétrole. Voilà, rien que ça. Donc déjà là, ça donne un peu le volume de, enfin le FOMO institutionnel qu'il y a actuellement sur le Bitcoin, même en termes de trading. Et vu que la volatilité du Bitcoin est de plus en plus, on va dire, acceptée, et comme le Bitcoin est légalisé de plus en plus, eh bien les traders maintenant commencent à voir la volatilité qui était décrite à l'époque du Bitcoin comme une opportunité maintenant et même un avantage pour se faire du pognon. Hein, voilà. Parce que derrière, c'est effectivement ça, c'est que tout le monde veut sa part du gâteau et tout le monde veut du pognon. Voilà. Bon, donc je continue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite des choses. Donc essayez de dézoomer, de prendre ça en compte, plutôt que de paniquer là, comme la majorité des gens que je vois sur Twitter et ailleurs. Hein. Donc, autre article de cryptost.fr pour vous dire comme quoi ça part vraiment vrille là, au niveau institutionnel, c'est que BlackRock va débarquer sur le marché européen avec un ETP Bitcoin. Alors, en à peine plus d'un an, BlackRock a pulvérisé tous les records pour des lancements d'ETF grâce au iShare Bitcoin Trust ETF, donc EBIT, lequel pèse aujourd'hui 57 milliards de dollars en proposant une exposition au Bitcoin. Donc après avoir assuré sa dominance aux États-Unis, le géant de la finance compte bien s'emparer de l'Europe avec son nouveau véhicule d'investissement basé lui aussi sur le Bitcoin. Donc quand je vous disais que BlackRock, c'est vraiment la machine financière tentaculaire qui gouverne le monde financier clairement et donc le monde politique, on en parlera après d'ailleurs avec le scandale de l'USAID, c'est assez révélateur ce qui est en train de se passer. Eh bien, voilà, ils sont en train maintenant de débarquer en Europe avec ce qu'on appelle un ETP Bitcoin. Donc déjà, pour vous expliquer, la différence entre un ETF et un ETP, c'est pas compliqué, c'est qu'un ETP, c'est plus haut encore qu'un ETF. C'est-à-dire qu'un ETF, c'est vraiment un outil spécifique financier, et donc un indice basé sur un actif, et donc l'ETF Bitcoin, eh bien c'est un indice qui est basé sur la performance du Bitcoin. Un ETP, il faut le voir en termes de macroéconomie, si vous voulez, macro-stratégie, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils, d'actifs financiers quelque part.
C'est-à-dire que l'ETF fait partie de l'ETP. Donc là, quand BlackRock vous annonce qu'ils vont débarquer sur le marché européen avec un ETP Bitcoin, ça veut dire qu'on va avoir une explosion de tous les outils dérivés de trading autour du Bitcoin, dont les ETF, mais sur le marché européen. Voilà, donc ça appartient en vrille. Vous avez compris, voilà, je fais le résumé comme ça. Donc, ça y est, le marché européen, donc c'était vraiment américain à la base, donc maintenant on va voir le marché européen aussi qui va avoir sa part du gâteau, mais contrôlé par BlackRock. Voilà. Donc là, je vais arrêter là pour Bitcoin. Après, je passerai sur les articles sur Ondo, là, vous avez vu. Mais du coup, donc c'est parti. Maintenant, on va parler de la dominance. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe parce que là, c'est assez intéressant. Vraiment, j'ai un tweet de Rect et qui explique l'historique en fait de la dominance en termes de pourcentage du Bitcoin en termes de performance, hein, vous voyez, par rapport aux altcoins. Et regardez, dans le passé, on a eu des pics en fait de dominance toujours à 71%. Alors, quand je dis dans le passé, c'est entre 2018 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, vous voyez que durant le bull run de 2018, enfin 2017-2018, on a eu une dominance 71% du Bitcoin, et quand on a eu atteint cette dominance, eh bien, il y a eu brusquement un rejet de cette dominance, on est repassé en fait sur des altcoins qui ont explosé. Donc ça, en fait, ce qu'on revoit dans le passé, pareil pour 2019-2020, le Bitcoin en fait a toujours atteint un palier de dominance, de performance par rapport aux altcoins de 71% avant de subir un rejet. Et donc là, on le voit être encore plus criant en 2021. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en 2021. Donc durant le précédent cycle, on a le Bitcoin qui a bien explosé, c'est-à-dire après le halving de 2020, pour atteindre une dominance par rapport aux altcoins de 71%. C'est-à-dire qu'entre le halving donc de mai 2020 jusqu'au pic du Bitcoin de 2021, vous savez que ça avait eu lieu il me semble en février ou mars 2021, hein, si je dis pas de bêtises, mais je me souviens pas bien, donc vous préciserez dans le cas si vous voulez en commentaire. Mais eh bien, on avait eu en fait uniquement le Bitcoin quasiment qui avait explosé. C'est-à-dire que tous les altcoins étaient un peu restés à la traîne et il y avait uniquement le Bitcoin qui avait fait vraiment des performances incroyables durant 6 mois quasiment. Et ensuite, une fois qu'il avait eu atteint son pic, son premier pic hein, de début d'année 2021, on a eu en fait eh bien, un rattrapage des altcoins. C'est-à-dire que le Bitcoin est resté à son niveau, il a plus trop bougé pendant quelques temps, hein, souvenez-vous, pendant quelques semaines. Et pendant ces semaines-là, eh c'est les altcoins qui ont fait des performances vraiment de dingue. Et du coup, la dominance du Bitcoin a chuté, puisque lui, il n'a pas bougé en termes de performance. Et c'est les altcoins qui ont rattrapé en fait la barre. Et donc, vous avez une chute en quelques mois, vous voyez en 2021, de la dominance du Bitcoin de 71% jusqu'à 36%. On va dire 40%, allez, 40%, je n'ai pas les chiffres exacts. Vous voyez, donc ça, en fait, c'est toujours ce qu'on voit dans les cycles historiques passés du Bitcoin. Alors, est-ce que ça va arriver de nouveau là durant ce cycle? Eh bien, c'est la grande question que tout le monde se pose. Donc, normalement, je vous dirais oui. Voilà, parce que les capitaux, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce décalage en les performances du Bitcoin pour ensuite passer dans les altcoins? C'est tout simplement en fait la rotation des capitaux. C'est-à-dire qu'en premier lieu, donc que ce soit les institutionnels ou les particuliers se ruent sur le Bitcoin. C'est vraiment la figure de proue de la hausse du bull run des crypto-monnaies. Et après, les capitaux, en fait, sont retirés du Bitcoin pour être réinjectés dans les altcoins. Voilà. Donc la seule différence qu'il y a entre ce cycle et les cycles passés, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a plus d'altcoins. Donc les capitaux sont quand même plus dilués. Donc c'est vrai que c'est la grande question du moment, c'est est-ce qu'on va avoir un bull run lié aux altcoins, hein, spécifiquement aux altcoins, qui sera aussi puissant que les précédents? Personnellement, je pense pas. Moi, je vous dis directement, je pense qu'on va avoir uniquement des altcoins spécifiques, il y a des narratifs spécifiques qui vont exploser. Et notamment, donc les narratifs, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis depuis plusieurs semaines maintenant, les narratifs, c'est surtout le RWA, la tokenisation d'actifs, et ensuite l'intelligence artificielle, et encore l'intelligence artificielle, je suis même pas sûr, parce que c'est quand même très spécifique, et c'est lié à la géopolitique, lié à l'intelligence artificielle. Et on n'a pas encore, on va dire, atteint une maturité au niveau
marché de l'intelligence artificielle sur le plan technologique, mais traditionnel, on va dire avec Nvidia, enfin, voilà. Donc c'est quand même très, très concentré et c'est peut-être très, on est encore vraiment trop early peut-être sur le marché de l'intelligence artificielle pour connaître un véritable FOMO institutionnel sur les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Ah, ce sera peut-être pour le prochain cycle, ou peut-être pendant le bear market, pourquoi pas. Mais là, je pense que le narratif de ce cycle, ce sera vraiment le RWA. Et d'ailleurs, j'ai des informations qu'il précise clairement après avec Ondo, vous verrez. Mais en tout cas, donc là, on voit par exemple que sur 2024-2025, on a quand même, vous voyez, une tendance dessine, c'est que la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins ne fait que monter. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de, vous voyez, de chute spectaculaire de la dominance du Bitcoin comme on l'a eu sur les précédents cycles. Notamment, donc là, justement, c'est pour ça que je pose la question sur la dilution des capitaux, parce que normalement, on aurait dû avoir quand même un Bitcoin qui explose bien rapidement jusqu'à la dominance de 70%, 71%, pour ensuite rechuter directement derrière. Vous voyez que là, on n'a pas eu ça, on a eu plutôt une dominance du Bitcoin qui est montée en escalier, c'est-à-dire que les altcoins ont plus ou moins suivi derrière, mais en restant toujours vraiment à la traîne, et même de plus en plus à la traîne. Voilà. Donc c'est vrai que ça pose des questions hein, sur est-ce qu'on change là les cycles ou pas. Moi je pense quand même qu'on va avoir une altcoin saison, il n'y a aucune raison, mais sur les narratifs spécifiques. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que le graphique est en train de changer à ce niveau-là. Bon, après on verra, hein. Comme je vous dis, je n'ai pas de boule de cristal, donc il faut être très prudent hein, toujours. Mais c'est intéressant quand même de voir l'arrivée des institutionnels et l'arrivée des shitcoins, hein, parce que là, quand on parle de 36 millions de tokens, bah, en fait, 90%, voire 95% des tokens qui sont des meme coins, des shitcoins, et qui diluent la capitalisation totale en fait, du marché des crypto-monnaies. Voilà. Bon. Donc, pour ça, je dis, les shitcoins, vraiment, c'est dommage. C'est dommage, ça décrédibilise tout l'ensemble du marché crypto. Bon, allez, encore une bonne nouvelle là, pour finir sur le Bitcoin. Hein, dernière nouvelle, on va dire sur le Bitcoin, c'est tout ce qui est, vous avez un site, donc là je suis sur bitcoinstateofamerica.com, et en fait c'est la compilation, c'est le résumé de l'état des réserves de Bitcoin sur le plan stratégique, mais aux États-Unis et par État. Là, vous voyez, j'ai vraiment ce qu'ils appellent la carte interactive de tous les États qui sont en train d'essayer de mettre en place une légalisation pour accepter le Bitcoin en tant que réserve stratégique au niveau local. Et donc, vous voyez, là, on a tout simplement donc une vingtaine d'États, même 20 États, pour être très précis, qui sont en train d'étudier justement le Bitcoin en tant que réserve stratégique. Et donc la semaine dernière, j'avais présenté 15 États, et donc il y en a eu 5 de plus qui se sont lancés dans la course. Donc il est très probable que d'ici la fin de l'année, on ait l'ensemble des États américains qui étudient, alors peut-être pas qu'ils vont l'accepter, hein, mais qui vont étudier en tout cas la question. Et on regarde, en plus ce qui est étonnant, c'est qu'on a une corrélation, enfin un peu le lien avec la politique, entre les États qui acceptent le plus, en fait le plus rapidement possible, donc le Bitcoin en tant que réserve stratégique, et c'est lié avec le parti politique des républicains, donc de Donald Trump. Vous voyez? Donc Donald Trump qui est pro-crypto, eh bien, c'est pas étonnant du coup qu'on voit que c'est les États où ils ont le plus voté pour Donald Trump, eh bien, sont les États où il y a le plus de probabilité qu'il y ait une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, est-ce que les États où il y a eu, vous savez, il y a eu quelques États qui ont été remportés par les démocrates quand même, pas beaucoup, mais quand même, eh bien, est-ce que ceux-là vont même lancer, si vous voulez, la course à la réserve stratégique de Bitcoin? Eh bien, peut-être pas. Vous voyez, donc là, ça va être assez étonnant de faire le lien en plus avec la politique. Et donc, voilà. Donc là, on est vraiment. Enfin, je pense que le 2025, ça va être une année charnière. Et donc, en fait, c'est l'Arizona et. Alors, je sais plus quel c'est ça, c'est l'Utah peut-être. Donc, l'Arizona et l'Utah qui, en fait, sont en train carrément d'avoir le vote qui est en cours pour la loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. Et tout le reste, c'est une loi qui a été introduite, mais pas encore votée, quoi. Voilà.
Bon, donc plutôt bullish, hein, autant vous dire plutôt bullish sur ce qui se passe sur le Bitcoin aux États-Unis et donc sur le reste du monde, hein, parce que ça se passe comme ça aux États-Unis, ça va être vraiment le délire sur le reste du monde. Allez, je continue maintenant sur VeChain, donc prochain projet très intéressant. Donc là, on a un récapitulatif que je voulais vous partager parce qu'il a été très bien fait sur la roadmap quelque part et la suite du projet VeChain sur une forme de trade, comme vous pouvez voir ici, de la part de Elisan DeFi et qui a été relayé par la fondation VeChain, donc officialisé quelque part parce qu'il était très très bien fait. Donc là, il parle tout simplement de VeChain. Donc avant en fait qu'on aille plus loin, il rappelle simplement qu'il y a eu donc le switch de VeChain dans la plateforme VBetterDAO et il montre, vous voyez, un petit graphique, un petit schéma qui montre bien ce qui est en train de se passer là actuellement pour VeChain. Donc on a vraiment un objectif de sustainability, c'est-à-dire de développement d'objectifs durables qu'on voit qui est en train de vraiment exploser à l'échelle mondiale. Donc avec la transition énergétique mais propre, on va dire, cohérente, je puis dire. Donc avec des dApps, vous voyez qu'ils sont en train de mettre en avant un écosystème justement durable, cet aspect-là, et donc la tokenisation aussi au milieu avec le RWA, hein, voilà. Et donc fait le lien avec bien sûr BetterDAO, le token Better, et donc ça fait vraiment un schéma explicatif plutôt évident à comprendre. Ensuite, il refait le lien avec justement en fait, enfin, qu'est-ce que représente ce marché. Donc c'est 16 trillions de dollars et VeChain, bah, c'est les seuls qui sont dans l'aspect durable des choses au niveau de la tokenisation, donc c'est les seuls qui sont en train, c'est les leaders, hein, de ce marché-là. Donc derrière, c'est un marché de 16 trillions de dollars, mais couplé avec d'autres marchés, c'est-à-dire tout ce qui est le marché des programmes de loyer. Alors ça, je vous l'avais montré, mais c'est bien de le rappeler parce que je trouve que c'est un bon résumé ce qui est en train de se passer pour 2025, là, très intéressant pour VeChain, donc avec voilà, un programme de loyauté, là. Donc ça, c'est un marché qui est quand même estimé à 20 milliards de dollars. Et enfin, tout ce qui est la valeur pour la transition énergétique d'ici 2030, estimé à 14 trillions de dollars. Mais bon, ça, moi, j'y crois moins. La transition énergétique, surtout, c'est pour nous prendre pour des pigeons. Bon, mais en tout cas, l'aspect de tokenisation avec la sensibilisation, en fait, quelque part, l'éducation aux gestes positifs, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, recycler ou jeter des déchets dans la rue, bon, bah, je sais bah, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Pas besoin d'être gauchiste à mort et à fond dans l'idéologie de transition énergétique pour comprendre quand même que c'est pas trop mal comme idée. Voilà. Donc ensuite, VeChain, Renaissance, voilà, il rappelle, là, on atteint le lourd. C'est pour ça que je vous montre, parce que je trouvais que les graphiques étaient sympas. Ça rappelle un petit peu la roadmap aussi de l'aspect tokenomics de VeChain. Donc en fait, 2025, ça va vraiment être, sans qu'on s'en rende compte vraiment, une redynamisation et une remise au cœur du sujet des tokens VeChain et VTHO. Clairement, donc surtout le VTHO, mais par voie indirecte, du coup ça va impacter forcément le token VeChain. Donc on rappelle, enfin, je vous rappelle qu'il y aura 3 phases dans cette roadmap. Donc là on a commencé la phase Galactica VIPs sur ce mois de février là, 2025. Et donc on est en phase de testnet Galactica comme vous pouvez le voir ici, avec l'objectif donc de dynamiser les frais de gaz. Donc on n'aura plus des frais de gaz statiques mais dynamiques. On aura en fait tout ce qui est l'aspect d'amélioration des systèmes de mécanique du staking et un nouveau node de tiers pour tout ce qui est les validateurs au niveau des nodes économiques en fait. Voilà. Et donc il y aura vraiment, faut comprendre, hein, une refonte de la relation entre le VTHO et VeChain. Et ça, je pense, ça peut vraiment ça peut représenter une explosion peut-être. Après, on verra, hein. On verra ce que ça donne sur les prix du VeChain ou du VTHO. Mais vu qu'il y aura une... Enfin, vous allez voir, vu que le VTHO, il y en aura moins, plus pour tout le monde, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau des prix sur VeChain et VTHO. Positif ou négatif, hein. Ça, voilà, c'est la grande question. J'espère positif, mais on ne sait jamais. Puisque là, ils vont toucher à la tokenomics directement, techniquement. Donc, quand même, il faut rester prudent là aussi. Et ensuite, ils vont mettre en place ce qu'on appelle la Proof of Adoption, le POA 3.0. Donc, encore une évolution technique sur VeChain. Voilà.
Donc là, il parle également, en termes ce qui est bien en termes de schéma là, de l'upgrade de Shanghai EVM, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place l'interopérabilité de la blockchain, en fait, quelque part de VeChain avec surtout ben, Ethereum en premier lieu, puisque je rappelle que EVM, en fait, c'est la machine qui est spécifique au développement aussi et compatible avec la blockchain d'Ethereum, clairement. Donc là, ça va permettre effectivement une meilleure décongestion quelque part du réseau de VeChain, même si personnellement, depuis que j'utilise la blockchain du VeChain, je n'ai jamais été confronté à une quelconque congestion. Voilà, jamais, donc ils vont encore améliorer ça, mais est-ce que ça doit être vraiment amélioré? J'ai pas l'impression que c'est vraiment besoin d'amélioration, mais pourquoi pas? Toujours bon à prendre. Et enfin, là, voilà, l'amélioration de la tokenomics, ça c'est ce qu'on attend tous en fait, hein, depuis quelques années. Et c'est là, voilà, que je vous dis qu'il y a une relation de VTHO et de VeChain, voilà, on le voit bien, puisque effectivement l'optimisation en fait de la distribution et de la création de VTHO par VeChain va forcément engendrer en fait des impacts sur VeChain. Voilà. Donc c'est là où vraiment je pense que 2025, là je le rappelle là, même si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que 2025, il faut vraiment soit vigilant sur le projet VeChain, parce que si c'est bien fait, ça va être très bénéfique pour VeChain. Si c'est mal fait, ça peut avoir des conséquences au contraire néfastes pour VeChain. Là, je préfère vous dire, hein, je vous donne les deux sons de cloche, et comme ça vous restez vigilant aussi sur le projet, quoi. Voilà, bah après, toutes les semaines, de toute façon, je vous ferai des vidéos, je regarderai tout ça, et je vous dirai, enfin, en espérant hein, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Et enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec leur Proof of Adoption 3.0 hein. Je rappelle qu'actuellement, VeChain est en Proof of Authority 2.0. Ça a été mis en place, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Donc maintenant, ils veulent migrer vers le Proof of Adoption 3.0. Qu'est-ce que ça consiste? Eh bien, consiste à déléguer, si vous voulez, les validateurs. Hein. Alors, c'est écrit là. Ils veulent déléguer les validateurs. Cette fois, il n'y aura plus, en fait, besoin d'identifier, si vous voulez, les propriétaires, les validateurs de nodes. Donc, c'est en train d'enlever cet aspect de KYC. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je ne sais pas. Clairement, je ne suis pas assez poussé technique là-dessus pour vous dire, bon, voilà, est-ce que c'est bien ou pas d'enlever la possibilité d'identifier une personne, enfin le validateur. Moi, je dirais oui dans le sens de sécurité, parce que si on pouvait identifier s'il y avait un KYC, ça veut dire que derrière, eh bien, on pouvait aller voir la personne, la menacer et peut-être corrompre à travers cette menace de cybersécurité le réseau VeChain. Voilà. Est-ce que c'est dans ce sens-là, peut-être, qu'ils veulent enlever cette fonctionnalité? Après, ils veulent enlever tout l'aspect de staking des 25 millions, vous savez, de VeChain en obligation. Et donc, ils vont enlever cette restriction pour peut-être permettre à d'autres validateurs qui ont moins de VeChain de participer au réseau. Pourquoi pas? Et ils vont améliorer donc l'aspect de transparence pour tout ce qui est les validateurs. Ils vont mettre ça en place au niveau public. Bon. Et enfin, ce nouveau mode économique pour être validateur apparemment nécessitera moins de 1 million de VeChain, alors qu'actuellement, bah, justement, il en fallait 25 millions. Donc effectivement, c'est que les baleines en fait. Et donc, c'est vrai que ça représentait quand même une certaine centralisation, puisque si c'est uniquement les baleines qui peuvent faire ce qu'elles veulent avec le réseau du VeChain, bon, c'est vrai que c'est un petit peu centralisateur dans l'aspect de sélection des nœuds validateurs. Est-ce que, alors je suis pas sûr d'être sûr dans ce que je vous dis à 100%, hein, de ce que j'en retire aussi enfin, des connaissances sur, mais comme je suis pas moi-même validateur de nœuds, ça je sais pas, je peux pas vous dire exactement comment ça se passe. Voilà. Bon, je vais vous le dire comme ça en toute transparence. Voilà. Mais par contre, les informations qui sont là sont véridiques, hein, c'était validé par VeChain, ce que vous voyez à l'écran, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, allez, je continue. Maintenant, on va passer à VBetter DAO. Donc, VBetter DAO, il y a une nouvelle dApps qui sort dans pas longtemps. Donc là, vous voyez, c'est juste TOT. Donc, c'est le nom de la prochaine dApp qui sera sur VBetter DAO, qui est spécialisée, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire spécialisée, mais dont l'objectif, ce sera
de récompenser donc tous ceux qui font du shopping avec un seul sac fourre-tout, comme ils appellent ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle Just Tot. Alors après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Ils n'ont pas vraiment de site internet ou rien, donc on n'a pas une masse d'informations, mais ça viendra avec le temps, puisqu'ils vont être en testnet sur VWorld, donc le 12 février, c'est-à-dire dans quelques jours, hein, dans pas longtemps, et après, il y aura toute une phase de test, donc ils n'ont pas donné de roadmap, il faudra attendre un certain temps avant que ce soit en mainnet, et donc que ce soit accessible au public. Mais du coup, vous voyez que là encore, on a vraiment la plateforme VBetterDAO qui s'étoffe très régulièrement quand même de nouvelles applications. Donc on va vraiment avoir, je pense à terme, un hub sur VWorld déjà, mais aussi sur VBetterDAO, d'un ensemble d'applications qui vont permettre eh bien, l'adoption de masse, hein, puisque en échange d'actions durables, positives sur l'environnement et sur votre environnement, et pourquoi pas peut-être à terme sur les gens ou autres, et bien être récompensé en crypto-monnaie. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là de VBetterDAO, là, dans ce contexte, eh bien, on a une explosion de l'écosystème, hein, de VeChain, puisque regardez, on a dépassé largement les 5 millions de portefeuilles, hein, de nouvelles adresses créées sur l'écosystème de VeChain, puisque nous avons atteint en une semaine, souvenez-vous, nous étions en dessous de la barre des 500 millions, des 5 millions. Quand je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, et donc là, en une semaine, c'est-à-dire 7 jours, nous avons atteint 198 861 nouveaux portefeuilles, avec en fait une moyenne quasiment de 33 000 portefeuilles créés chaque jour. Et ça va en grossissant, c'est-à-dire que il y a 2 jours, on était à 25 000, là on a 33 000, enfin, j'ai l'impression que ça s'emballe vraiment, là, et vous voyez qu'effectivement, il y a à peine, allez, on va dire un mois, nous étions encore à 4 millions 600 000. 700 000. Voilà. Donc il se passe quelque chose là et qu'on voit que la plateforme VBetterDAO est vraiment en train d'exploser. Donc plutôt bullish, hein, toujours pour l'instant sur VeChain, sur même le Better là, c'est-à-dire la crypto-monnaie de l'application, enfin de la plateforme VBetterDAO. Et donc on va voir ce que ça donne sur le long terme. Voilà. Mais c'est plutôt sympa pour le moment. Ensuite, là aussi on a atteint du lourd avec Ondo. Effectivement, beaucoup de choses à dire, hein. Vous savez, il y a eu le sommet le 6 février, là, donc cette semaine. Donc là, j'ai un petit tweet de Ondo qui fait le résumé quelque part, ou qui commence à faire le résumé à travers leur tweet de ce qui s'est passé, ou du moins des invités qu'il y avait durant ce sommet du 6 février. Et regardez, il y avait du lourd, puisque pour l'annonce de leur nouvelle blockchain, hein, parce qu'ils ont lancé la nouvelle blockchain quasiment en direct, qu'ils l'ont annoncé, eh bien, il y avait des grands noms comme Franklin Templeton, Wellington Management, Wisdom Tree, Google Cloud, ABN AMRO, Aon et McKinsey. Alors, McKinsey, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce qu'ils sont vraiment jusqu'au cou trempés dans toutes les affaires louches. Mais pour vous dire un petit peu l'intéressement, on va dire, l'intérêt qu'ont les institutionnels les plus gros du monde, hein, sur le Ondo Finance. Et donc, l'écosystème de Ondo a déjà inclus une industrie notable, hein, au niveau des leaders tels que BlackRock, PayPal et Morgan Stanley. Donc là, on a absolument tout, je dis bien tous les plus gros institutionnels mondiaux qui étaient à ce sommet organisé par Ondo et qui ont assisté au lancement de la blockchain de Ondo. Donc, je vais vous parler de tout ça, mais d'abord, hein, je présente un peu plus ce qu'ils ont lancé, hein, mais il y a également aussi quand même une énormité absolue, c'est que là, à leur sommet d'Ondo, il y a eu un invité surprise, hein, c'était Donald Trump Jr., donc le fils, hein, de Donald Trump, hein, pas confondre avec Donald Trump Jr., mais senior en fait. Voilà, donc c'était vraiment le fils de Donald Trump qui était en live, on stage, vous voyez, au Ondo Summit, et donc il a partagé en fait, eh bien, la perspective positive de mettre en place l'innovation et un leadership global dans les actifs digitaux, à la crypto-monnaie. Voilà, donc il était, en fait, Donald Trump Jr., c'est le vice-président exécutif de l'organisation Trump. Voilà. Donc pour vous dire un petit peu le délire là qu'il y a, enfin, je sais pas même si vous vous rendez compte, c'est totalement dingue ce qui se passe là au niveau de la crypto, mais au niveau de la tokenisation d'actifs. Donc quand je vous dis que la tokenisation d'actifs, c'est le narratif, hein,
de ce cycle, c'est que là, bon, voilà, j'ai même pas besoin de vous faire un speech pour vous, enfin, voilà, vous avez compris que rien qu'en vous citant les noms de ce sommet, ah, vous avez compris qu'il se passe quelque chose, quoi, sur le narratif RWA. Donc, ils le disent en plus ici, le futur du RWA est brillant aux États-Unis, clairement, et des nouveaux leaderships, en fait, ont le potentiel d'être établis au centre de la crypto aux États-Unis. Bon, donc plus bullish que ça, je veux dire, on peut pas faire mieux, hein. Donc maintenant, je vais repasser aux articles. Donc, il y en a plusieurs hein, sur Ondo, notamment de Coin Academy. Donc, vous voyez, RWA, Ondo Finance lance sa blockchain Layer 1 pour révolutionner les marchés financiers on-chain. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en fait. Et quel est l'objectif de Ondo derrière tout ça là. Parce que vous voyez, enfin, quel est l'intérêt des institutionnels à s'être jetés en masse comme ça sur Ondo, qui est, je rappelle, un projet crypto à la base, hein. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est au centre de l'attention des institutionnels, peut-être plus même que le Bitcoin, si je peux vous dire. Sur un point de vue tokenisation d'actifs, hein. Pas sur un point de vue argent, monétaire, etc. Où là, le Bitcoin reste le roi, bien évidemment. Donc là, toujours un article de Coin Academy, vous voyez, Ondo Finance accélère la tokenisation des actifs financiers traditionnels avec Ondo Global Market. Ouais, donc Ondo Finance révolutionne la tokenisation des actifs financiers avec Ondo Global Market, une plateforme on-chain permettant d'échanger plus de 1000 titres américains sous forme de tokens. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que avec le lancement de la blockchain, qu'est-ce qu'ils ont fait Ondo? Ils ont tout simplement permis en fait la tokenisation d'actifs financiers boursiers. Donc, pour vous expliquer, par exemple, un exemple, demain, là vous voulez actuellement acheter des actions d'Airbus, notamment en France, eh bien vous êtes obligé de passer par un courtier. Voilà, vous mettez de l'argent, etc. Et vous achetez votre action et vous ne pouvez pas en acheter une fraction. Vous êtes obligé d'en acheter une. Voilà. Sauf que le problème, c'est que par exemple, Nvidia, on l'a vu il y a quelques mois, notamment Nvidia on avait atteint un moment plus de 1000 dollars une seule action. Et donc à tel point, c'est monté tellement haut que eux-mêmes, ils ont divisé par 100 en fait leur action, ils ont fractionné l'ensemble pour pouvoir justement permettre aux plus petits investisseurs d'accéder à leurs actions. Mais sinon, vous ne pouvez pas acheter une demi-action, quoi. Ah, avec la tokenisation des actifs mis en place sur la blockchain par Ondo Finance, ça c'est fini. C'est-à-dire que maintenant on aura même la possibilité peut-être, après ça reste à voir comment ils le font, mais le principe est là, c'est que comme aujourd'hui vous avez des NFT qui permettent d'acheter un petit bout de la Joconde, enfin, ou du moins de tableaux ou d'actifs financiers autres, eh bien là vous aurez la possibilité peut-être d'acheter une partie d'actions, c'est-à-dire sous forme de token. Voilà. Et tout ça backup par la blockchain. Vous voyez. Donc fini aussi pareil les intermédiaires, fini les frais de transaction ou les frais de courtier exorbitants, fini les délais de 3-4 jours pour avoir votre action. Tout ça, ça va être révolutionné par Ondo Finance. Voilà. Et il y a déjà plus de 1000 titres américains qui ont été tokenisés. Donc notamment Nvidia et plein d'autres actions qui ont été mises en place. Voilà. Voilà pourquoi en fait tous les institutionnels sont comme des malades là. Voilà, parce qu'on a véritablement en fait une révolution, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de passer du Wall Street 1.0 au Wall Street 2.0. C'est-à-dire que là, on a véritablement une tokenisation de l'ensemble du marché financier mondial. Voilà, qui a été mis sous forme de blockchain, transmis sur la blockchain. Bon. Voilà pourquoi ils sont tous hypés, là, les institutionnels, et pourquoi le narratif RWA est en train vraiment de devenir hors de contrôle, hein, en termes de puissance de frappe, clairement. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils n'ont pas proposé que ça. C'est là où ça s'arrête pas qu'à ça, Hondo. C'est-à-dire que là, Hondo, ils ont vraiment mis pavé dans la mare, hein, je sais pas, c'est même plus un pavé qu'ils ont mis dans la mare. Je sais pas, ils ont pris une brique, ils ont pris un mur entier, ils l'ont balancé dans la mare. Il n'y a plus de mare en fait, il y a juste les briques. Bref. Donc c'est pour vous dire là, enfin un petit résumé, parce que là c'est très bien fait par Coin Academy, en 3 points. Donc Ondo Finance lance Ondo Chain, donc une blockchain, comme je l'ai dit, institutionnelle, combinant sécurité des réseaux permissionnés et accessibilité publique, avec le soutien d'acteurs financiers majeurs.
Ondo Chain garantit sécurité et conformité via des validateurs permissionnés, un staking d'actifs tokenisés RWA et un bridging omni-chain natif pour l'interopérabilité. Alors, très technique tous ces termes, mais en gros, il faut retenir voilà, que Ondo Finance dévoile dans tout ce système très sécurisé, permissionné, bref, voilà, de validateurs et tout, eh bien, ils ont dévoilé Ondo Global Market, une plateforme permettant d'accéder on-chain à plus de 1000 actions et ETF également cotées. C'est-à-dire que même peut-être les ETF Bitcoin, ils vont pouvoir être tokenisés et mis sur, sur la blockchain de Ondo, quoi. Donc, facilitant l'intégration finance traditionnelle blockchain, voilà, ce que je vous disais. Donc, ça part vraiment en vrille, quoi. Bon, donc pour toujours rester dans l'aspect RWA, maintenant je vais passer à XRP. Donc là, c'est fini pour Ondo, mais vous avez compris qu'on est vraiment sur du lourd, hein. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous faire un dézoom sur ce que je vous dis pour expliquer mieux ce que c'est Ondo. Alors, on aura d'autres informations au fur et à mesure des semaines, hein, parce que je pense que leur portefeuille de 1000 actions va s'étoffer. On va avoir d'autres nouvelles, peut-être d'autres institutionnels qui vont arriver sur ce marché-là avec Ondo. Pourquoi pas, on aura des annonces sur les bons du trésor américains, que je rappelle que c'est également ça qui est en jeu, hein. Et donc, eh bien, on l'a eu, il y avait Trump Junior, donc vice-président exécutif l'organisation Trump qui était là. Donc on va avoir un partenariat entre le gouvernement américain et Ondo. Je ne serais pas étonné également que Ondo travaille avec le gouvernement américain pour mettre en place la réserve stratégique de Bitcoin de façon tokenisée. Enfin, vous voyez, les possibilités en fait deviennent totalement infinies. Donc pour ça, Ondo, je vous invite à réfléchir, hein, sur qu'est-ce que c'est Ondo, à prendre des connaissances, des informations, parce que pour moi, Ondo va devenir le leader, hein, number one, bah, même au niveau market cap ou autre, sur la narrative RWA. Et pas que. Je pense que vraiment, on va avoir assisté à des folies sur Ondo, parce que tout le monde va y aller, surtout les institutionnels vont y aller comme des fous. Bref. Allez, je continue. Donc, j'ai passé maintenant à la blockchain, enfin à XRP. Donc là, XRP a eu des, par contre, inquiétants, hein, dans le sens où là, j'ai un article de cryptost.fr, la blockchain XRP Ledger en panne pendant 1 heure. Donc mardi, XRP Ledger a rencontré des problèmes de validateur, entraînant une panne sur la blockchain pendant 1 heure. Le directeur technique de Ripple a tenté d'apporter des explications. Je vous spoil rien, les explications, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Voilà, donc, c'est-à-dire que là, Ripple est incapable de dire qu'est-ce qui s'est passé sur la blockchain de XRP pour justifier qu'il y a eu une panne. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Voilà, donc c'est rentré dans l'ordre. Après, au bout d'1 heure, mais comment, pourquoi, bah, personne n'en sait rien. Donc ça, personnellement, malgré le fait que XRP soit très bien, soit très, c'est pour les paiements transfrontaliers, il y a un énorme backup institutionnel, ok, super. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un flag, enfin, un drapeau rouge, hein, attention. Et que là, XRP, techniquement, en fait, n'est pas fiable. Donc demain, il y a une panne ou il y a une exploitation du réseau, bah, la blockchain, au revoir, quoi. Un peu comme Solana. C'est-à-dire, donc là, c'est dommage. Clairement, c'est dommage que c'est passé. Parce que là, ça fait perdre confiance. En fait, même au niveau institutionnel, imaginez-vous, vous n'allez pas mettre des fonds, des milliards et des milliards sur une blockchain, alors qu'elle est capable, en fait, de tomber en panne, quoi. Bon. Donc là, pour ça, je voulais vraiment mettre ça en avant. Faites attention au XRP. C'est pas normal, hein, qu'une blockchain puisse faire comme ça tomber en panne, même 1 heure. C'est déjà beaucoup trop. Et là encore, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de perte de fonds. Mais imaginez s'il y avait une perte de fonds, alors là, c'est fini, quoi. Parce que imaginez les banques qui veulent demain transférer des milliards, et qu'en fait, il y a une panne au milieu et bim, perdent leurs fonds. Bon, bah, c'est terminé. XRP, Ripple part emballer, quoi. Bon. Donc, soyons prudents. Pour l'instant, on n'a pas les raisons de à la fois comment c'est tombé en panne, et surtout, on n'a pas les justificatifs de comment c'est rentré dans l'ordre. Si ça a été géré vraiment, si ça s'est auto-réparé, comme il dit le directeur technique de Ripple, hein, donc Schwartz. Mais tant qu'on n'a pas les raisons, bah, malheureusement, on peut juste spéculer sur le fait que, attention,
la blockchain de XRP est pas si fiable que ça en fait. Voilà. Clairement, faut être tout réaliste, hein. Faut dire quand ça va, faut dire quand ça va pas, clairement. Bon, donc attention à ça. Après, eh ben, en parallèle, il y a des bonnes nouvelles quand même. Ça qui est c'est assez étonnant, c'est dommage de voir ce genre de nouvelles. Mais là, j'ai un article de Cointelegraph France, donc CBOE, donc BZX, relance la course aux ETF XRP avec de nouvelles demandes. Donc Canary Capital, Wisdom Tree, 21 Shares et Bitwise sont les derniers gestionnaires de fonds d'actifs à vouloir lancer des ETF sur XRP. Donc là, on a ça, on a un chouïa d'avoir des ETF XRP qui vont être lancés dans les mois à venir sur les bourses américaines, mais en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles mésaventures sur le niveau technique, hein, sur la blockchain de XRP. Bon, là, franchement, moi perso, ça m'a quand même... aïe aïe aïe, attention à cette information, c'est pas bon. Bon, donc hop, je vais continuer. Alors, je vais retrouver des articles. Voilà, donc ça va passer, je vais passer aux actualités crypto en plus général. Ce sera tout pour XRP aujourd'hui. Donc une mauvaise nouvelle, une bonne. Donc au niveau institutionnel et une mauvaise au niveau technique. Et sinon, pour les actualités crypto, hein, plus général, c'est parti. Ben là, on a un article de journalducoin.com. Donc, fin de la tempête, Tornado Cash, point d'interrogation. Alexei Persev va être libéré pour préparer son appel. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet intéressant quand même. C'est la sécurité. Et je pense que c'est l'anonymisation en fait de la détention des crypto-monnaies. Je pense qu'on est vraiment à un tournant là, parce qu'on voit qu'avec les institutionnels comme BlackRock, même McKinsey, qui sont reconnus vraiment pourris hein, jusqu'à la moelle sur plein de sujets, même en France, avec des ramifications jusqu'à Emmanuel Macron et tout, et ben c'est vrai que là on se pose de plus en plus la question, même avec la tokenisation d'actifs financiers sur la blockchain, demain est-ce que ce ne sera pas notre identité, par exemple. Et donc là je pense qu'on est vraiment à un tournant sur la blockchain au niveau de l'anonymisation de nos données, et donc tout ce qui est les systèmes comme Tornado Cash, eh bien, c'était justement le but, c'était de mixer en fait vos crypto-monnaies pour que vous soyez totalement autonome derrière, enfin, et surtout anonyme en termes de provenance des fonds. C'est-à-dire que personne, même sur la blockchain, eh bien, ne pouvait identifier d'où venaient vos fonds une fois que vous aviez mis vos fonds dans l'hébergeur là, enfin, le mixeur plutôt, Tornado Cash. Et donc, c'est pour ça que les autorités d'ailleurs, notamment américaines ou néerlandaises, ont condamné en fait Alexei Pertsev, donc le fondateur de Tornado Cash, à en fait blanchiment d'argent. Et qu'eux, ils ont assimilé ça, tous les mixeurs, enfin tout l'argent qui a transité dans les mixeurs, c'est un total de 1,2 milliard, et ben, ils ont considéré que c'était du blanchiment d'argent. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas remonter en fait le fil de la blockchain et identifier les détenteurs de ces crypto-monnaies-là. Voilà où on en est quoi. Donc les gouvernements, on sent bien que la blockchain, oui, mais jusqu'à un certain point, quoi. Bon. Donc, est-ce que là, on est en train d'assister avec justement Trump qui a été mis au pouvoir? Eh bien, on a aussi Ross Ulbricht, c'est-à-dire le fondateur de Silk Road, qui avait été libéré de prison. Là, on a Alexei Persev, on voit qu'il va être libéré pour préparer son appel. Que bon, il n'est pas libéré, hein, c'est-à-dire que là, il est encore en procès, mais sous conditionnel, on va dire. Donc est-ce que là aussi c'est Trump met un peu la pression? Bon, à voir, mais peut-être que grâce à l'ère Trump, on va arriver à avoir quand même des garde-fous pour ne pas avoir une dictature en fait avec la blockchain, hein, parce que ce que je vous dis il y a au moins 2-3 ans, c'est que il y a 2 ans, une vidéo là-dessus, c'est que le risque aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie, les gouvernements utilisent la blockchain pour mieux nous identifier et mieux nous tracer. Donc on y est, je pense. Bref, allez, je continue avec un autre article, toujours, hein, actualité crypto de cryptost.fr pour la Fed, les stablecoins, c'est un bon moyen de renforcer le dollar américain. Ah, donc les stablecoins pourraient-ils remplacer l'idée d'une monnaie numérique de banque centrale MNBC, alors que Donald Trump a interdit les MNBC et que la Réserve fédérale s'interroge sur leur nécessité? Christopher Waller, gouverneur de la Fed, considère les stablecoins comme un atout pour le dollar. Ah. Donc on voit que là, on n'est vraiment plus du tout dans le paradigme. Les crypto-monnaies, il faut les interdire absolument parce qu'elles sont en danger pour les États et pour les banques centrales. Maintenant, au contraire, en tout cas, c'est intelligent ce que font les Américains actuellement
sous l'ère de Trump, c'est qu'ils ont compris que plutôt que d'interdire tout ça, eh bien, il faut plutôt l'utiliser pour renforcer son pouvoir, hein, entre guillemets. Et effectivement, aujourd'hui, force est de constater tristement pour nous autres Européens, même sur toute l'échelle des autres pays au niveau mondial, hein, c'est que l'aspect des crypto-monnaies bah, elle a été capitalisé et monopolisé entièrement par les Américains. Comment? Bah, par le dollar. C'est-à-dire que tous les stablecoins que vous avez aujourd'hui en termes de capitalisation boursière, les plus gros sont tous indexés par rapport au dollar. Il suffit de voir Tether, il suffit de voir l'USDC, enfin, même pas se poser la question. Nous, on a, sur l'euro, je crois, on a un ou deux stablecoins, et quand on voit le market cap, c'est une blague, hein. Clairement, je vous dis, c'est vous rigolez, vous tapez stablecoin euro, vous allez voir, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, quoi. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'en exploitant cette idée de renforcer leur hégémonie sur l'industrie crypto au niveau mondial, eh bien, ils renforçaient maintenant désormais le dollar. Donc, on va assister vraiment. C'est bullish hein, pour le Bitcoin, forcément c'est bullish pour l'industrie crypto qui va être vraiment mis en avant par les États-Unis, mais à fond. Et surtout, ils vont aussi mettre des moyens, je pense, incroyables, un peu comme l'intelligence artificielle, hein. Ils vont mettre des moyens fous là-dedans. Donc on va avoir des capitaux énormes qui vont s'abattre. Un tsunami d'argent va s'abattre sur l'industrie crypto. Mais derrière, par contre, ce ne sera pas bon pour tout ce qui est aspect géopolitique au niveau de l'économie mondiale. Enfin, ce sera bon pour les Américains, ce sera pas bon pour les BRICS, par exemple, ou même pour l'Europe qui est en train de couler, quoi. Bon, de toute façon, l'Europe, je pense qu'il n'en faut pas beaucoup, donc pour couler là maintenant, donc on n'est plus à ça près, quoi. Bon, allez, je continue, donc toujours sur les actualités crypto, hein. Alors, ça a bien marché, voilà. Donc là, toujours un article de Cointelegraph France, l'adoption des réserves de Bitcoin en LATAM croît suivant le modèle des États-Unis. Donc en fait, effectivement, en Argentine, mais aussi au Brésil, il y a vraiment un engouement par les entreprises vers l'adoption en fait, du Bitcoin en tant que réserve, au même titre que l'or, au même titre que réserve de monnaie fiat, en dollars, etc. Les entreprises étrangères sont souvent très preneuses de dollars, surtout en Argentine et au Brésil où il y a une inflation quand même, et une instabilité économique très forte. Voilà. Donc ça y est, hein, là aussi, on a le top départ. Quand je vous dis que c'était un FOMO, là, on est en train d'assister à un FOMO institutionnel. Entreprise, parce qu'il y a institutions financières, mais il y a aussi les entreprises dans le terme institution, c'est qu'on n'en parle pas trop, mais il y a de plus en plus d'industries et d'entreprises qui effectivement adoptent du Bitcoin. Donc on a un FOMO, en fait, professionnel, je dirais, totalement délirant en ce moment, on s'en rend pas compte. Donc quand je vois les gens qui paniquent sur Twitter avec la correction qu'on a eue, aller de 20 à 50% sur les altcoins, bien sûr c'est dur, hein, mais essayez de regarder, essayez de dézoomer, quoi, parce que quand on voit ça, on n'est plus du tout dans le même contexte géopolitique qu'il y a 4 ans, en fait. Donc bon, voilà. Alors, ensuite, je continue, donc toujours sur les actualités crypto. Hop, une petite nouvelle intéressante sur qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, cette fois en termes de juridiction. Donc là, un article de Coin Academy, la nouvelle crypto task force de la SEC, dirigée par Esther Perse, dévoile sa roadmap. Donc la roadmap, j'ai mis la main dessus, elle est là, vous voyez. Donc je vais vous montrer. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait il y a 12 points, non il y a 10 points pardon, il y a 10 points, donc vous voyez c'est un article de Coin Academy. Et donc le premier point sur lequel veut travailler la SEC, et enfin, si je puis dire, c'est de clarifier le statut de security, c'est-à-dire de titre financier pour les cryptos ou non. Ce serait peut-être pas mal depuis le temps de vraiment identifier si les cryptos sont bien dans le statut de titre financier ou non. Ensuite, il y a le scoping out, c'est-à-dire le fait que effectivement la task force en fait veut identifier en fait la juridiction principale de la commission de la SEC, c'est-à-dire il y a des endroits où elle doit aller et des endroits où elle ne doit pas aller, c'est-à-dire en fait là, la scoping out en numéro 2 là, de la task force de la SEC, c'est vraiment de délimiter quelque part le rayon d'action de la SEC. Ensuite, ils vont travailler sur tout ce qui est l'aspect de coin, un token offering, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect de ICO, vous savez, le lancement de token
par des projets crypto là, pour financer justement leurs projets, eh bien tout ça, ils vont mettre en place quelque chose de plus solide, ce qu'ils veulent faire, hein, étudier la question et revenir en rétroactif par contre des projets frauduleux qui auraient profité de cet aspect-là pour scammer hein, ou escroquer leurs clients. Ensuite, ils vont renforcer et clarifier tout l'aspect d'enregistrement, parce que là aussi c'est une grosse blague, c'est-à-dire que en fait la SEC de Gary Gensler s'est réfugiée dans cet aspect-là de Registered Offerings pour justifier que toutes les entreprises de l'industrie crypto américaine en fait n'avaient pas respecté les conditions d'enregistrement de leurs tokens et donc étaient condamnées derrière. C'est pour ça qu'on a eu toute une cascade de condamnations de la SEC ou de procès contre les entreprises, dont notamment Ripple, parce qu'elles n'avaient pas au préalable enregistré comme il faut leurs tokens et leurs projets. Sauf que c'est bien garé de dire Gary Gensler et la SEC de l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de moyen précis et clair d'enregistrer ces tokens. En fait, pour faire l'analogie, c'est comme si aujourd'hui on avait le gouvernement français qui demandait aux citoyens donc, de payer les impôts, mais sans avoir de possibilité de vraiment payer ces impôts. En fait, demander de payer les impôts et se débrouiller, vous faites comme vous voulez, vous payez vos impôts de quelque manière que ce soit, vous vous débrouillez, vous venez à Paris à pied s'il faut, mais vous payez vos impôts. Voilà. C'est un peu le même délire en fait, avec la SEC. Donc c'est pour ça que là, en numéro 4, la SEC veut travailler sur justement la possibilité de mettre en place une voie d'enregistrement de tokens, mais précise et claire pour les entreprises. Ensuite, ils vont encadrer aussi tout ce qui est l'aspect des plateformes exchange, des courtiers. En fait, ils vont mettre en place des choses précises. Tout ce qui est l'aspect des publicités également, des solutions pour les conseillers financiers. Tout ce qui est l'aspect de staking et de prêt en crypto, ils veulent clarifier justement cet aspect de régulation. Voilà, il y a plein de choses. Ils veulent aussi clarifier tout ce qui est les ETP. Donc, je vous disais, les ETP, on a parlé pour notamment BlackRock qui va mettre en place son ETP en Europe. Eux, ils vont encore clarifier ça aux États-Unis avec des règles précises. Ils veulent clarifier tout ce qui est les agences et les agents. Alors, je n'ai pas trop bien compris ce que c'est exactement, mais pourquoi pas. Et enfin, tout l'aspect de frontières transfrontalières, enfin cross-border, hein, comme ils le disent, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont à l'international, donc ils veulent faciliter en fait l'expérimentation sur l'aspect de l'approche long terme d'un point de vue international. Bon, pourquoi pas. Voilà, mais le plus important, c'est vraiment l'aspect de statut de security ou non pour la SEC. Donc voilà un peu la roadmap plutôt précise. Donc là, il y a vraiment une volonté en fait de clarifier la régulation crypto aux États-Unis et ça, franchement, c'est une bonne chose parce que même si ça va peut-être avoir des impacts négatifs, imaginons ils décident qu'au final le Bitcoin c'est une security, ah bah oui, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais malgré la mauvaise nouvelle, au moins il y aura quelque chose de clair et ce ne sera pas le bordel hein, ambiant comme on l'a vu pendant 4 ans aux États-Unis avec des procès qui tombent de partout pour rien quoi. Voilà. Et tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Enfin, Gary Gensler, en tout cas, et la SEC faisait un peu ce qu'il voulait quand il voulait, quoi. Bon. Donc maintenant, dernier petit article pour la route sur l'actualité crypto. Donc hop, et je vais vous la montrer ici. Donc c'est un article de Coin Academy. Et voilà, comme je vous montre enfin que nous, on n'a rien compris toujours en France. Et nous, on est vraiment, mais j'arrive même plus à nous décrire. Tellement vraiment, c'est une catastrophe. La fin de l'anonymat crypto en France. Comme je vous disais, je vous parlais d'anonymat, ben voilà. Vers une surveillance totale des transactions, point d'interrogation. La France veut interdire l'anonymat crypto, assimilant son usage à une activité suspecte. Donc, une loi adoptée en procédure accélérée menace la confidentialité des transactions. Donc, c'est-à-dire que là, déjà, c'est en plus de la loi MiCA. Parce que je rappelle qu'en Europe, dans l'Union européenne, on a déjà la loi MiCA, on a la loi TRF sur les transactions, notamment en crypto-monnaie, et la France va aller encore plus loin maintenant. Ils sont en train de mettre en place une loi en accéléré, en mode taré, comme d'habitude. Hein. Je crois qu'on a vraiment des tarés à la tête de l'État là en ce moment. Et maintenant, c'est carrément la dictature en fait. Voilà. Désolé, mais c'est fini quoi, la France. Pays des Lumières et tout. On a basculé vraiment en dictature. Bon.
Donc à cogiter quand même, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, là, ça y est, c'est fini. On a vraiment basculé dans quelque chose, dans un régime qui se veut démocratique, mais qui n'est qu'illusoire, quand on voit en fait de plus en plus les mesures qu'ils prennent. Et encore, on a échappé aussi à la loi sur les micro-entreprises. Enfin, en aparté, un peu le même système de débilité, en fait. Enfin, parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, s'ils veulent à ce point fliquer les crypto-monnaies, parce que là, ça va découler de plein de choses, c'est qu'ils sont vraiment dans l'interdiction, et dans le cas, ils assimilent directement que c'est une activité suspecte d'avoir de la crypto-monnaie. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'innovation. Donc la France, nous, on est vraiment dans l'aspect dinosaure, et donc forcément, on va faire fuir les capitaux en fait étrangers et l'industrie crypto, on va la faire fuir de la France. C'est le même principe que pour l'augmentation des impôts. Plus vous augmentez les impôts, et à un moment, plus vous faites fuir les investisseurs et les capitaux, qu'ils soient internes ou externes. Tout le monde préfère investir ailleurs. Forcément, c'est l'herbe est plus verte ailleurs. Même principe pour la crypto-monnaie. Donc là, on est vraiment en fin de régime, quoi. Et donc là, ils ont aussi mis en place, ils ont essayé de mettre en place une loi sur, vous savez, le seuil des 25 000 euros de TVA pour des franchises de TVA pour les micro-entreprises, alors qu'avant, on était dans les 90 000 euros. Donc là aussi, belle trouvaille hein, qu'ils ont fait, mais ils sont revenus dessus du coup, parce qu'en fait, Bayrou, qui avait validé la loi, n'avait pas vu cet aspect-là. Donc en fait, si on se demande s'il lit vraiment ce qu'il signe, donc on en est là, quoi. Enfin, c'est vraiment un feuilleton, c'est un sketch, hein, ce qu'on vit en France en ce moment. Bon, après, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud ce qu'on est en train de vivre en France en ce moment. Bref. Allez, je continue. Cette fois, je vais passer aux actualités économiques. Et là aussi, vous allez voir, attention, ça déménage. Sévère, donc c'est pas des bonnes nouvelles, hein, vous en doutez, toujours, malheureusement. Donc là, j'ai un petit article de Les Échos, la grande purge de Musk dans l'administration américaine prend de l'ampleur. Alors c'est une bonne nouvelle pour les Américains, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous dans l'Union européenne, dans le sens en fait où autour de 60 000 fonctionnaires fédéraux ont déjà signé pour le plan de départ volontaire. Le coupeur de pont de coûts, Elon Musk, a pris le contrôle des systèmes d'information et d'administration clés. L'aide internationale et l'éducation sont menacées de disparition. Donc en fait, l'aide internationale, c'est l'USAID. Et en fait, on est en train de se rendre compte que c'était un organisme de corruption totale et que les fonds qui étaient envoyés à l'USAID, en fait, n'arrivaient jamais forcément là où il fallait à l'origine. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, et c'est pas moi qui le dis, c'est même après Le Figaro, d'ailleurs, je vous montrer un article, où en fait, des fonds qui étaient détenus à l'USAID ont permis de financer des médias européens étrangers, comme la BBC Media Action, à hauteur de 8 millions, par exemple, de dollars par an. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une influence américaine, même dans les médias européens. Voilà. Donc, quand on dit que là, la grande purge de Musk, il est en train de couper tout simplement dans les dépenses donc, de l'État américain. Nous, il serait bien qu'on fasse pareil en France, quand on voit la dette qu'on a, qu'on voit qu'on est en train d'aller dans le mur. Bah, eux, là, ils sont en train de prendre les taureaux par les cornes hein, aux États-Unis, et ils commencent déjà par tout ce qui est les dépenses fédérales. Et ils sont en train d'y arriver. Ils sont en train d'y arriver, et ils coupent également toutes les dépenses qui ne servent à rien. Comme l'aide internationale, où en fait, ça va payer, quelque part, une partie en tout cas hein, de cette aide-là, à payer des médias européens. Pourquoi faire? Bah ça, c'est une bonne question. C'est là où on entre vraiment dans le cœur du sujet. Et quand on disait que les médias, bah, c'était pas triste, et ben en fait, on a la preuve aujourd'hui que des organismes d'État américains fournissaient des fonds à des médias européens. Bon, ensuite, les échos toujours, crédit immobilier, les banques espèrent un rebond après une année noire. Donc, vous voyez que c'est pas triste hein, en Europe, en France surtout, parce que là, vous voyez, c'est les chiffres de la Banque de France. Donc, on a vraiment une chute de la production de crédit. Bah, pas étonnant, hein, les gens, on n'a plus les moyens, en fait, forcément, d'acheter une maison, d'avoir des crédits avec l'inflation, avec le contexte économique et le contexte surtout immobilier qui est très très morose. Donc voilà un peu où on en est au niveau de la France. Je repasse sur un autre article, toujours dans l'actualité économique, où Reuters, vous voyez cette fois, Trump indique donc qu'il va annoncer des mesures de tarifs de douane réciproques sur beaucoup de pays la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, là, c'est à partir de demain, hein, demain, mardi, comme il est dit dans l'article, parce qu'il y a des tarifs
selon Trump, hein, mais évidemment selon Trump, qui sont pas égaux en fait entre certains pays qui taxent les États-Unis et inversement. Donc, il va mettre des mesures réciproques. À quel pourcentage, à quel degré, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il va rester tempéré ou est-ce qu'il va mettre des mesures, des taxes de fou comme il a fait pour le Canada et le Mexique? Voilà. Et donc, ben forcément, nous, la France, on va pas y échapper, hein. On va parier que nous, la France, en tout cas l'Union européenne, forcément, on va être concerné, au moins l'Allemagne, la France, par des augmentations réciproques des tarifs douaniers, comme il le dit. Donc, il faut s'attendre à une chute prononcée de l'euro cette semaine et une augmentation de la valeur de l'or encore cette semaine. Je ne serais pas étonné pour cette raison-là. Ensuite, je continue. Dernier petit article de l'actualité économique. Hein, allez, pour finir en beauté les actualités économiques. Voilà. Donc, de Figaro, vous disait, les coupes de Donald Trump dans l'aide américaine révèlent d'importantes subventions à des médias étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'article, bleu sur blanc. Voilà. Voilà. Publié le 7 février à 10h45, mis à jour le 8 février à 13h01. Voilà, voilà où on en est. Donc là, on a la preuve qu'il y a eu une ingérence américaine. Alors, c'est le début en plus, c'est le début des révélations là, sur tout ce qui est l'aspect médiatique international. Donc, aujourd'hui, on peut remettre en question, en fait, quand on voit des articles sur Internet, ben, on peut se remettre en question, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, en fait? Voilà. Donc, toute la vague wokiste qu'on a eu à un moment qui est partie, en fait, des États-Unis, on a vu, elle a contaminé l'Europe, ben, en fait, elle vient justement des fonds, des aides américaines. Voilà. Voilà où partaient les aides américaines, en fait. Donc là, on a le début de l'iceberg qui est en train de se dévoiler grâce aux coupes de Donald Trump et du Doge, donc du service d'efficacité de Elon Musk aux États-Unis. Bref. Allez, donc je vais continuer. Maintenant, je vais passer sur les indicateurs, notamment Boursorama, sur le CAC 40 notamment, pour voir un petit peu où on en est. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, on a un petit peu baissé, mais sur le plus long terme, bon, c'est quand même pas trop mal. Donc là, on va aller sur un jour. Le CAC 40 a un peu dévissé, mais sur 5 jours, quand même, on a pris une belle performance. Sur un mois également. Bon, le CAC 40 est quand même pas trop mal. Et sur 6 mois, bon, vous voyez, on a quand même récupéré un petit peu du poil de la bête, mais on avait surtout pris du plomb dans l'aile, hein, durant la crise politique de 2024. Ensuite, pareil pour le cours de l'euro par rapport au dollar. Donc là, vous voyez, on est peut-être remonté un petit peu. Là, on est 1,03 euros pour 1 dollar. Non, 1,03 dollars pour 1 euro. Donc là, si je prends sur 5 jours, ça donne, ouais, non, ça donne quand même une variation. Tac. Enfin, je prends sur un mois plutôt, on voit rien. Donc on continue à baisser quand même, hein. Vous voyez, c'est-à-dire que sur un mois, on avait un peu repris, hein, comme je l'avais montré la semaine dernière. En janvier 2025, on avait un peu repris du poil de la bête, mais là, on est en train de repartir à la baisse, en fait. Et ça, c'est peut-être l'anticipation, les tarifs douaniers de Trump, là, cette semaine, qui vont nous tomber dessus, clairement, hein. Et donc, on voit qu'effectivement, sur 6 mois, bah, la tendance est en train de repartir vraiment à la baisse, alors qu'on avait repris du poil de la bête ce dernier mois de janvier. Donc, c'est pas bon du tout. Et par contre, là, on a l'or. Alors, lui, l'or... il continue de battre record sur record. Vous voyez, on a 89 236 euros le kilo. Là, je suis sur bullionbypost.fr. Et vous voyez, donc l'or, il nous imprime une performance vraiment d'anthologie, l'or. Alors, il nous passe vraiment un petit message en mode c'est la fin des haricots, quoi. Donc, attention, attention. Ça veut dire que l'euro est en train vraiment de se casser la figure. C'est pour ça que l'euro augmente, enfin l'or augmente autant, en fait. Voilà un petit peu, donc voilà, ce sera pour tout pour cette actualité, hein, crypto économique au passage, les amis. Donc vous voyez bien que là, on a des bonnes nouvelles, on va dire, macroéconomiques sur les crypto-monnaies, c'est évident. Surtout sur le narratif du RWA, hein. Donc j'insiste, hein, le narratif RWA, c'est vraiment, je pense, le narratif de ce cycle haussier et même le narratif qui va tout exploser sur les 10, 20, 30 prochaines années.
parce que c'est le début de la tokenisation, de la mise en place de la blockchain à l'échelle mondiale, en fait. Que ce soit au niveau des industries, des entreprises, de l'aspect financier, de Wall Street, et même bientôt du gouvernement. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, Elon Musk en a parlé, c'est que lui, ce qu'il veut mettre en place maintenant, c'est toutes les dépenses publiques gouvernementales seraient mises sur la blockchain et donc rendues accessibles et transparentes au public, pour justement éviter toutes ces affaires de corruption, notamment qu'on voit avec l'USAID là, ou même les aides étrangères, américaines qui vont vers les médias étrangers, payés par les contribuables américains. Donc, donc double peine, c'est-à-dire que nous on subit la propagande en fait des politiques étrangères dans l'Union européenne, et les citoyens américains, en fait, payent de leurs dollars, de leur poche, pour ça. Alors qu'ils subissent l'inflation, plein de choses. Enfin, voilà. Donc c'est double peine pour tout le monde, en fait, en train de sortir là. Donc les démocrates, à l'origine de cet aspect-là, sont vraiment en train de s'en prendre plein la figure en ce moment aux États-Unis. C'est l'État profond, surtout derrière, qui est en train d'être révélé au grand jour avec les magouilles qu'il y a au milieu. Donc, derrière tout ça, voilà, c'est bonne nouvelle sur les cryptos, mauvaise nouvelle sur l'actualité économique de l'Union Européenne, on l'a compris avec la chute de l'euro qui va continuer, clairement, mal parti, parce que vu qu'on a des bouffons à la tête de l'État, aucune raison que ça change, en tout cas en France, pour l'instant. Et voilà, donc l'or devrait continuer à monter, que l'euro va chuter. Et derrière, écoutez, voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la vérité finit enfin par éclater. Soit au niveau de la corruption, au niveau de la blockchain, enfin bref. Voilà, donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, mais je pense qu'on va vraiment traverser une période de turbulence pour après ce sera un monde meilleur quand même, on l'espère, et plus transparent qu'en France, on l'espère. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé ou appris des choses dans cette vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle actualité. Allez, la bise, ciao.